Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode du podcast, nouvelle analyse de patrimoine cette semaine. J'ai reçu, donc suite à mes premiers épisodes, bien sûr, j'ai eu beaucoup de demandes, donc j'en ai sélectionné un qui sort un petit peu du lot cette semaine, avec quelqu'un qui est vraiment quasiment full investi en SCPI, enfin qui a la particularité d'avoir la majorité de son patrimoine IMO en SCPI. Donc j'ai vraiment voulu analyser son patrimoine parce que il sortait un petit peu du lot, enfin il était un petit peu différent des autres, pour dans l'objectif un peu de vous montrer quand même des patrimoines un peu différents aussi. Donc, il a souhaité rester anonyme sur son prénom, il est technicien, il a 45 ans, marié, sans enfant, il a une horizon de temps à peu près de 10 ans, enfin un peu plus. Profil de risque qu'il considère comme équilibré. Il a une épargne de précaution constituée d'environ 35 000 euros, il peut épargner environ 2 000 euros par mois, et il a comme objectif d'avoir des revenus passifs, valoriser son capital, préparer sa retraite et lever le pied progressivement dans les 10 ans à venir. Donc clairement, il souhaite une retraite anticipée, comme je pense beaucoup d'entre vous. Il a une TMI 30%, alors très très important ce détail-là, parce qu'on va en reparler longuement, parce que tu dois peut-être le savoir, en fonction de quel point tu me suis sur le sujet des SCPI, mais je parle souvent de l'importance de la fiscalité quand on investit en SCPI, donc très important de savoir qu'il a un TMI 30%. Et en complément, il m'a dit qu'il a pas mal de produits en cours et il veut savoir si son approche est bonne ou s'il faut rationaliser certaines choses. Et c'est tout ce qu'on va voir dans cet épisode d'analyse de patrimoine. Autre chose aussi, il m'a précisé que bien qu'il soit marié, il a uniquement donné son patrimoine à lui et il a même mis au prorata sa part de RP dans son patrimoine. Donc, sur le patrimoine global, au niveau des enveloppes, il a à peu près les 35 000 euros d'épargne de précaution, donc 23 000 sur son livret A, 12 000 sur son LDD. En part du patrimoine safe, donc sécurisé liquidité, d'après mon tableau, 23 000 euros, donc sur un fonds euro d'une assurance vie. Ensuite, sur la partie bourse, il a à peu près 10 000 euros d'obligations qui sont majoritairement sur un PE, une partie sur un PEA et une autre partie sur son assurance vie. Et il a à peu près 60 000 euros en actions qui sont répartis comme suit, donc 15 000 euros sur un PEA, 3 000 euros sur un compte titre, 20 000 euros sur un PE, 20 000 euros sur une assurance vie, enfin sur une ou plusieurs assurances vie, et 3 500 euros sur un PER. Et sur la partie IMO, donc, comme je vous le disais en intro, il a 100 000 euros en SCPI en direct et 10 000 euros en SCPI en assurance vie, et pour une part en résidence principale qui est de 100 000 euros, et il n'a pas d'immobilier locatif classique. Donc c'est assez atypique parce que ça veut dire que son patrimoine immobilier, alors il a un patrimoine immobilier plus important que le reste, il a plus d'immobilier que de bourse ou que de sécurisé, comme la majeure partie des Français, donc ça, pas forcément de surprise, mais généralement, la majeure partie des Français ont soit une grande majorité dans leur RP, ou alors une majorité en investissement locatif. Et lui, il a la particularité d'avoir une majorité en SCPI, encore plus que sa part de résidence principale. Donc pour ça que j'ai trouvé ça super intéressant, et je me suis dit que j'allais un petit peu décortiquer sa stratégie SCPI pour voir un petit peu ce que j'en pense et ce qu'on pourrait optimiser ou pas. Ensuite, il a une partie exotique avec un peu de crypto, il a 1200 euros de crypto, 600 euros d'or, 2800 euros de crowdfunding IMO, 6000 euros sur livret P et 1000 euros sur BRICS, donc sur l'IMO fractionné. Donc il a quand même 10 000 euros en exotique. Ce qui lui donne en allocation patrimoniale, donc 7% de sécurisé, 23% en bourse, 66% en IMO et 4% en exotique. Et si on retire les RP, on a 11% en sécurisé, 33% en bourse, 51% en IMO et 5% en exotique. Donc on voit qu'on a toujours un peu plus d'IMO, malgré le fait, même si on compte pas les RP, pour lui, les SCPI représentent clairement la majeure partie de son patrimoine. Donc je propose dans un premier temps, d'aller faire un tour sur sa stratégie SCPI et ensuite sur sa stratégie en bourse, parce qu'il y a quand même des choses aussi à dire sur la stratégie en bourse. Donc du coup, sur la partie IMO, alors, il a beaucoup de SCPI, alors pour ceux qui sont sur YouTube, vous voyez le tableau, ceux qui ne sont pas sur YouTube, je vous le dis, il y en a, alors je les compte, il a 12 SCPI. Donc déjà, premier point, on va dire à froid, sans avoir étudié, c'est plutôt une bonne chose dans la mesure où, vu qu'il a la majeure partie de son patrimoine en SCPI, c'est quand même bien qu'il est diversifié, qu'il ne mette pas tout sur le même cheval. Donc, premier aspect, plutôt bien. Alors, je vous propose de faire une petite parenthèse pour ceux qui sont sur le podcast ou ceux qui sont sur YouTube et qui voient le tableau et que vous souhaiteriez avoir mon tableau d'allocation patrimoniale et de suivi de patrimoine. Alors, je ne présente pas tous les onglets, mais il y a énormément de fonctionnalités. Je vous laisserai bien sûr le télécharger dans le lien en description qui est sur YouTube et sur le podcast aussi. Donc 12 SCPI, et on voit qu'il a choisi plusieurs dispositifs. Donc il y a un petit peu de nue propriété, un peu de pleine propriété et un peu d'assurance vie. C'est les 3 dispositifs qu'il a fait. Donc déjà, pour expliquer un petit peu grossièrement pourquoi il a certainement fait ça, c'est que, alors en assurance vie, on profite de la fiscalité de l'assurance vie, c'est-à-dire que tous les loyers qu'on reçoit de nos SCPI, tant qu'elles restent dans l'enveloppe,
ne sont pas imposés, donc pas de frottement fiscal. C'est qu'au moment de la sortie, qu'on est imposé soit en gros à 17,2 au bout de 8 ans, avec un abattement, alors pas entrer dans le détail, mais en respectant un abattement, ou sinon, avant les 8 ans, c'est 30%, on a la flat tax qu'on retire avant 8 ans, et quand on est en direct, donc en pleine propriété, du coup, c'est TMI plus CSG, donc lui il est à 30%, donc ça veut dire que chaque euro qui va encaisser de ses loyers, ça va être 30% plus 17, donc quasiment la moitié part en impôt, quand il est en pleine propriété. Donc la petite astuce pour diminuer la fiscalité, c'est de prendre des SCPI étrangères pour réduire la fiscalité. Et il a aussi choisi la nue propriété. La nue propriété, c'est un gros avantage aussi, c'est que on va avoir un prix de part décoté, donc on va acheter moins cher son prix de part, et on va pas toucher les loyers. Donc ça veut dire qu'on va être uniquement propriétaire des murs, on va être uniquement propriétaire des parts, donc on va avoir un prix de part décoté, on touche pas les loyers, donc pas d'impôt, on n'a pas d'impôt sur les revenus parce qu'on n'a pas de revenus. Par contre, l'intérêt, c'est qu'au bout d'un certain temps, donc ce qu'on appelle le temps de démembrement, et là, on va voir un remembrement, ce qui fait que là, on va retoucher les loyers, et du coup on va être fiscalisé, mais généralement quand on fait ça, c'est qu'on prévoit du coup d'avoir une baisse de revenus, ou et à ce moment-là voir soit on touche les loyers si c'est intéressant, ou soit on revend c'est pas intéressant. Et le gros avantage surtout, c'est qu'on va récupérer la pleine propriété, donc on va avoir une sorte de plus-value quasiment gratuite, parce que on va retrouver le prix de la part initiale, qu'elle est montée ou baissée, peu importe, donc on va faire une plus-value quasi assurée. Et en plus, si bien sûr le prix de la part continue d'augmenter, on aura en plus la plus-value de la part classique. Bref, maintenant que les bases sont expliquées, alors je suis rentré pas forcément dans le détail, forcément c'est pas un épisode dédié au SCPI, mais c'est pour ceux qui découvrent, au moins ils savent pourquoi il a fait comme ça. Donc, alors je vois qu'il est donc en SCPI en direct sur 9 SCPI et 3 en assurance vie. Donc je vois qu'il a pris en assurance vie, Primo Vie, Primo Pierre et Patrimo Commerce. Alors là, ce qui aurait été intéressant qu'il précise, c'était sur quelle assurance vie il a pris, parce que très important, je le répète souvent, mais on le répète jamais assez, choisissez toujours une assurance vie qui reverse 100% des loyers si vous faites de la SCPI via assurance vie. Parce que c'est pas du tout juste qu'on vous prenne 15% de vos loyers à risque équivalent. Donc j'espère que cette personne-là a bien choisi une SCPI qui reverse 100% des loyers. Sinon, clairement, c'est une mauvaise idée de le faire sur une assurance vie, parce que clairement, on se fait ponctionner 15%, donc c'est pas intéressant. Sur le choix des SCPI, clairement, alors je pense qu'il les a pris bien avant la remontée des taux, mais Primo Vie et Primo Pierre ont baissé leur prix de leur part, surtout Primo Pierre qui a baissé 2 ou 3 fois son prix de part, donc pas un super choix, mais ça malheureusement, je pense que quand il avait choisi à l'époque, il n'avait peut-être pas forcément anticipé ce qui allait se passer, mais je vois qu'il était plutôt bien diversifié, parce que même outre le fait que malheureusement Primo Vie et Primo Pierre ont baissé leur prix de leur part, il avait quand même, je pense, bien diversifié, parce que Primo Vie est SCPI de santé, Primo Pierre est SCPI de bureau et Patrimo Commerce est SCPI de commerce, donc il est pris une SCPI finalement par type d'actif, ce qui en soi dans le raisonnement est plutôt intelligent, enfin même très intelligent, parce que il diversifie. Par contre, malheureusement, c'est les sociétés de gestion qu'il a choisies n'ont pas été les plus performantes, parce que Primo Vie et Primo Pierre ont pris un peu cher avec la remontée des taux. Ensuite, sur les SCPI qu'il a choisis en direct, je vois aussi que la diversification a été quand même mûrement réfléchie. Alors, moi grosso modo, je trouve qu'avoir 12 SCPI, ça me paraît quand même beaucoup. Je pense qu'on peut quand même clairement un peu écrémer et se focaliser quand même sur les meilleurs plutôt que d'en avoir 12, parce que ça me paraît quand même beaucoup, même si, pour le coup, j'ai bien regardé son portefeuille, je trouve pas qu'il y ait forcément non plus de surdiversification, parce que je vois qu'il a pris beaucoup de SCPI en fait par type d'actif. Il n'a pas forcément pris beaucoup de SCPI diversifiés, mais plus par type d'actif. Par exemple, il a pris Crystal Life qui est plus du commerce. Il a pris Activimo qui est de la logistique. Il a pris Pierreval Santé qui est de la santé. Et ensuite, les SCPI diversifiés qu'il a pris, il a pris aussi des SCPI qui sont exposés plus à l'Europe. Ce qui lui permet d'une part de diminuer sa fiscalité, et ensuite de diversifier plutôt géographiquement. Donc l'un dans l'autre, malgré le nombre de SCPI qu'il a pris qui doit certainement compliquer sa déclaration fiscale en fin d'année, je pense que dans les grandes lignes, c'est quand même plutôt bien diversifié. Il a quand même mis une grosse allocation sur Activimo et Hiroko Zen, donc Hiroko Zen qui est quand même une SCPI plutôt diversifiée, qui est exposée à peu près 60% en Europe, et Activimo qu'il a pris en nue propriété, qui est que en logistique. Donc de ce que je comprends, il a quand même une très forte appétence à la logistique, il doit avoir une conviction assez forte, parce que je vois qu'il a pris Activimo, Handcap Continent aussi, qui est logistique. Donc voilà, je pense qu'il a quand même une appétence à la logistique en termes de SCPI, on va dire spécialisée, et aussi à la santé, parce qu'il a pris et Pierreval Santé et Primovie.
Et ensuite, il a aussi bien diversifié avec du Vendôme Région qui va être plus investi en région, Transition Europe qui investit plus en Europe, alors qui en plus a été la meilleure perf de l'année dernière, enfin le meilleur rendement de l'année dernière. Il a aussi pris Remake Live et Recozen qui sont deux néo-SCPI qui sont sans frais d'entrée et qui performent très très bien ces dernières années. Donc, moi, grossièrement, sur le choix des SCPI, mis à part Primovier et Primopierre, qui, malheureusement, ont baissé leur prix de part, moi, je trouve que le choix des SCPI est plutôt bon, je trouve que c'est plutôt bien diversifié. L'optimisation fiscale a été réfléchie, ça se voit qu'elle a été pensée. Juste sur la partie assurance vie, petite attention, que l'assurance vie reverse bien 100% des loyers, sinon, honnêtement, mieux vaut aller sur une assurance vie qui reverse 100% des loyers. Et je vois que, la seule petite question que je me pose, c'est, sur celle qu'il a laissée en pleine propriété, donc sur lequel, du coup, il peut être fiscalisé très fortement sur les biens en France, je vois qu'il y a Remake Live, alors, elle a une partie à l'étranger, mais elle a quand même une partie en France. Transition Europe, elle est 100% à l'étranger, donc pas de sujet. Et Comet, alors elle est tellement récente qu'on n'a pas encore beaucoup de vision sur les actifs, mais elle prévoit d'être principalement à l'étranger, donc pas forcément déconnant. On sent que ça a été réfléchi, il y a peut-être éventuellement Remake Live et Hirokozen, où on voit qu'il a un peu de pleine propriété, où il aura une partie peut-être un peu plus imposée, mais vu que c'est pas la majeure partie du parc IMO d'Hirokozen et Remake Live, je pense que ça reste ok, on va dire, sur le côté fiscal. Donc grosso modo, je trouve que son patrimoine de SCPI, il est plutôt bien diversifié, plutôt bien réfléchi. On va dire peut-être que la seule chose que je poserais comme question, si je l'avais en face de moi, c'est pourquoi il n'a pas fait de crédit, parce que du coup, il a une RP sur laquelle il est avec sa conjointe, et en plus il n'a pas d'IMO locatif derrière. Et vu qu'il n'a pas l'air chaud de faire de l'IMO locatif et qu'il a l'air bien chaud de faire de la SCPI, pourquoi pas faire du levier, vu qu'il a vraiment une appétence forte à la SCPI, pourquoi pas faire du levier sur de la SCPI? C'est moi la seule question que je lui poserais, c'est pourquoi pas faire du crédit en pleine pro sur des SCPI étrangers, par exemple. Parce que il connaît bien le sujet, il a l'air d'être bien formé sur le sujet. Il est très exposé, sur les CPI sur lesquels il a le plus de conviction. Par exemple, je vois comme Hirokozen ou Activimo, il est très exposé. Pourquoi pas faire du levier? Donc emprunter pour faire travailler plus d'argent. Du coup, ça lui demandera peut-être un petit effort d'épargne supplémentaire, mais il avait à peu près 2000 € de capacité d'épargne par mois, donc ça me paraîtrait pas déconnant de partir sur un crédit, du moins de creuser le sujet. Je dis pas de bêtement d'aller faire un crédit, mais de creuser le sujet, de faire du levier sur de la CPI, et pas uniquement se cantonner à de la NU Pro, assurance vie ou pleine pro, du moins qu'il fasse du crédit sur les parties pleine pro étrangères. C'est la seule optimisation que je verrai actuellement dans son patrimoine SCPI, s'il veut aller bien sûr plus loin et plus fort sur cet actif-là, et si bien sûr il a la capacité d'endettement qui le permet, ce qui me paraît complètement plausible au vu des éléments qu'on a vus. Et une dernière remarque aussi quand même sur le choix de ces SCPI, je trouve quand même que dans tout ce qu'il y a, il en manque une quand même. Il en manque une quand même qui est très réputée, très importante, et que moi, je vous dis honnêtement, que je conseille quand même assez souvent. Il s'agit de Quorum. Parce que, alors, c'est une SCPI un peu particulière, parce qu'elle est distribuée par aucun distributeur comme Louvinvest, Primalliance ou France SCPI, par tous les gros distributeurs. Elle n'est jamais présente, parce qu'ils distribuent vraiment en direct. Mais je trouve ça étonnant que cette personne-là, cet abonné, n'ait pas inclus finalement dans ces 12 SCPI Quorum, parce que vu qu'a priori il a quand même bien réfléchi et qu'il a soit pris en pleine propriété des SCPI étrangères, soit en UPRO, Quorum a quand même l'avantage d'être quasiment 100% SCPI étrangères, avec un rendement très bon, et pas que depuis 3 ou 4 ans comme les néo-SCPI, mais depuis 10-15 ans, ils font entre 6 et 7% par an, 100% quasi à l'étranger, et très bien capitalisé, très bien diversifié, tout un tas de critères qui sont plutôt bons, avec en plus une valeur de prix de part qui monte quand même assez régulièrement. Donc, alors je vous dis pas qu'il faut absolument tous investir sur Quorum bêtement, je dis juste que lui, dans le cadre de sa stratégie, qui est quand même quasiment tapis sur les CPI, et qu'il en a 12, je trouve ça assez étonnant qu'il n'ait pas mis du Quorum dedans, voilà. C'est juste ça que je voulais rajouter, et encore une fois, s'il écoute, je pense qu'il écoutera parce que c'est quand même lui qui m'a demandé de faire son analyse, mais voilà, les deux petites choses que je le ferai creuser, c'est creuser, éventuellement aller checker un peu ce que fait Quorum l'épargne, et l'autre chose, c'est au niveau de la façon de faire, de regarder, faire éventuellement du crédit. Ensuite, on va aller jeter un œil sur sa partie bourse. Alors, là, pour le coup, ça va être je vais peut-être faire une redite de certains lundis rentables ou analyse de patrimoine que j'ai fait précédemment, mais c'est une erreur que je vois tellement souvent que je me dois de le redire. C'est en fait la surdiversification. En fait, alors pour ceux qui ne sont pas sur YouTube, qui m'écoutent juste en podcast, je vous liste les ETF. Donc il a un ETF CAC 40, un ETF Emerging Market, un World Water, donc un ETF dans l'eau, un ETF World ESG, un ETF World, un ETF Nasdaq 100, un S&P 500, un Titan 50.
sur l'assurance vie. Tout ça sur l'assurance vie. Et il y en a 3 sur le PEA. Un qui est China, Emerging Market et un CAC 40 x2 short. Alors, première remarque, comme souvent, c'est pourquoi privilégier ta stratégie en assurance vie plutôt que sur le PEA. Sur le PEA, tu as la chance d'avoir la fiscalité de l'assurance vie tout en n'ayant pas les frais de gestion. Donc, clairement, focus tous les ETF éligibles au PEA, focus-toi sur le PEA. Et ça, je le dirai jamais assez. On a la chance en France d'avoir une enveloppe fiscale pour investir en bourse qui s'appelle le PEA, qui te permet d'avoir les mêmes avantages fiscaux que l'assurance vie, mais au bout de 5 ans et non au bout de 8, en plus du fait qu'on n'a pas les frais de gestion qu'on a sur une assurance vie. Donc clairement, moi j'irais clairement mettre inverser, on va dire, la pondération qu'il a sur son assurance vie vs PEA. Là, il a à peu près 70% qui est sur son assurance vie et 30% sur le PEA, sur sa stratégie bourse. Je dirais clairement à l'inverse, voire pourquoi pas faire full PEA et garder l'assurance vie uniquement pour les autres types d'actifs, type SCPI, fonds euros. Après, pourquoi pas rajouter quelques ETF pour booster son assurance vie si vraiment tu as envie de la dynamiser, mais en restant sur une stratégie très simple, type ETF Monde, ça peut largement suffire. Et ensuite, même remarque que d'habitude, pourquoi avoir un ETF Monde ESG, pourquoi avoir un ETF Monde, pourquoi avoir un Nasdaq 100, un S&P 500 et un Titan 50. Clairement, là on est sur du doublon, du triplon, je sais pas comment on peut dire, mais ton S&P 500, clairement ton ETF Monde et ton S&P 500, ils sont déjà très très similaires. Parce que ton ETF Monde, il est composé à 70% d'US, avec clairement le top 10 qui est quasiment le top 10 du S&P 500, qui est quasiment le top 10 du ETF Titan 50, qui est quasiment le top 10 du Nasdaq 100. Sur le Nasdaq 100, tu auras forcément une plus grosse pondération sur les valeurs tech, mais dans tous les cas, aujourd'hui, c'est les techs qui gouvernent le monde, enfin c'est les techs qui sont les plus capitalisés, donc ton ETF Monde, ce sera les techs aussi, et l'S&P 500, pareil. Donc pour moi, c'est l'ETF Monde, ESG, ETF Monde, Nasdaq 100, S&P 500 et Titan 50, on a 5 qui pour moi n'ont pas lieu d'être d'avoir au sein d'une même enveloppe. Pourquoi pas mettre un ETF Monde sur ton assurance vie et ensuite un ETF S&P 500 sur ton PEA ou un autre ETF Monde sur ton PEA, pourquoi pas, pour dynamiser ton assurance vie et ton PEA, mais je ne vois pas l'intérêt d'avoir autant d'ETF qui se ressemblent. Mais bon, voilà, c'est une remarque que j'ai déjà fait, mais je la redis au cas où. Ensuite, je vois que tu as aussi 2 ETF Emerging Market, un sur le PEA, un sur l'assurance vie. Pourquoi pas, encore une fois, si tu veux dynamiser un peu plus ton assurance vie, mais voilà, ça fait quand même aussi un doublon, sachant qu'aussi que je vois que tu as un ETF China. Sache qu'aussi, c'est un peu le même principe, dans ton ETF Emerging Market, la majorité est en Chine, donc voilà, ça fait un petit peu doublon, mais allez, à la limite, pour la Chine, c'est un peu moins violent que sur un ETF Monde, dans la mesure où c'est à peu près 30% ton ETF Emerging Market, il est composé à 30% de Chine, donc on va dire ça fait un peu moins doublon que d'avoir un S&P 500 et un MSCI World par exemple. Et dernière remarque, alors celle-là c'est intéressant parce que là je ne l'ai jamais vu, c'est la première fois que je fais la remarque sur l'ETF CAC 40 x2 short. Alors très intéressant que tu aies mis ça parce que je vais pouvoir te dire ce que j'en pense. J'en pense du mal, désolé, mais alors à part si tu l'utilises pour du court terme, pour profiter de la volatilité ou pour faire du court terme du trading, dans ces cas-là oui. Mais ça, c'est vraiment si tu as les compétences pour le faire, si tu as le temps de le gérer. Mais si tu veux faire du long terme, c'est clairement pas une bonne idée. Donc cet ETF, le ticker, c'est le BX4, enfin les traders l'appellent communément le BX4. Et en réalité, pour le long terme, c'est une très mauvaise idée. Je t'invite vraiment à dézoomer ce graphique et de voir la gueule qu'il a. Tu vas voir que c'est une sorte de descente aux enfers. Enfin, il a fait moins 99% sur, les 15-20 dernières années. Et c'est normal en fait, parce que il parie. Le short, c'est de parier sur une baisse. Donc en gros, il va monter si le CAC 40 baisse et il va baisser si le CAC 40 monte. Et vu que sur le long terme, la bourse prend 8 à 10% par an, alors peut-être un petit peu moins pour le CAC 40, mais sur le long terme, en tout cas, la bourse a été haussière depuis 150 ans, investir sur le long terme sur un short, c'est une mauvaise idée. Alors à moins que tu sois ultra pessimiste et que tu penses que c'est la fin du monde demain, c'est pas forcément une bonne idée. Surtout que vu que la majeure partie de ton patrimoine est investi sur ce qu'on appelle du long, donc en gros des paris à la hausse, je ne vois pas trop l'intérêt. Qu'est-ce que vient faire un ETF CAC 40 en short, surtout en levier x2, donc ça veut dire que ça amplifie tes gains comme tes pertes, donc beaucoup plus risqué. C'est-à-dire que si le CAC 40 il prend 5%, toi tu perds 10%, si il baisse de 5%, toi tu gagnes 10%. Donc ça fait un levier x2 à l'inverse. Donc très très risqué, moi je te le conseille, je conseille vraiment pas à toutes les personnes qui font ça pour le long terme ou même qui démarrent, c'est vraiment pas du tout adapté. C'est des instruments qui sont faits pour les traders, ceux qui veulent profiter de la volatilité et faire des paris très court terme sur un indice. Donc pourquoi pas, si tu as les connaissances, les compétences et le temps pour t'exposer à ce type
d'ETF, mais c'est pas du tout un ETF pour du long terme passif, comme on peut l'entendre sur les autres types d'ETF, type ETF Monde, S&P 500, CAC 40, etc. Donc voilà, ensuite sur la partie stock picking, je vois qu'il a aussi beaucoup de titres. Sur les assurances vie, je vois qu'il est principalement sur des fonds d'investissement. Je ne vais pas forcément y revenir, vous savez que je ne suis pas très fan des fonds d'investissement pour deux raisons. Première raison, c'est les frais qui sont très importants de 2% en moyenne par an, et statistiquement le fait que l'étude Spiva a prouvé à maintes reprises que sur le long terme, la majorité des fonds, 90 à 95%, font moins bien qu'un simple ETF, que leur indice de référence qu'ils essayent de battre. Donc clairement, je ne suis pas fan de mettre des fonds, d'autant plus sur assurance vie. Là, on empile les couches de frais, les fonds du fonds d'investissement, les frais de gestion, machin. Donc très vigilant avec ça. Moi, je suis pas du tout fan de ça. Surtout que je comprends pas parce qu'il a une grosse partie en ETF. Je vois qu'une ETF sur assurance vie, et je vois qu'il a aussi beaucoup de fonds d'investissement. Donc je suppose, parce que bon, la personne je l'ai pas eu au téléphone, mais je suppose qu'il doit avoir peut-être une assurance vie qui doit être sur plutôt une banque traditionnelle, qui avec les fonds d'investissement. Il doit peut-être avoir une autre assurance vie, peut-être en gestion pilotée ou en gestion libre, sur lequel il a choisi lui-même ses ETF. Je suppose que ça doit être ça, raison pour laquelle en fait il a ce type de portefeuille. Et ensuite sur le PEA, alors sur le PEA, je vois qu'il a aussi qu'il a choisi beaucoup de titres. Alors là déjà, je trouve ça beaucoup plus pertinent parce que il a choisi des titres français qui me paraît le plus optimisé fiscalement, du moins sur le PEA. Alors je vais pas forcément commenter le choix de ces titres, même si voilà, il a une très bonne valeur. LVMH, Air Liquide, Airbus, Core, Total, BNP, bref. Il y a tout un tas de titres qui ont l'air plutôt diversifiés en termes de secteur aussi. Donc ça me paraît plutôt bien fait. Donc je vois qu'il a mis CT, donc j'imagine que c'est le compte titre. Il a mis Orange, Sanofi, AB Science, Bento, Figeac, Swatec, Plastic, Omnium. Alors ça pareil, pourquoi le mettre sur un compte titre si c'est éligible au PEA? Je vois pas mal de valeurs, notamment Orange, Sanofi, qui sont éligibles au PEA. Donc pareil, profite de l'enveloppe fiscale du PEA. Le compte titre pour moi c'est vraiment le complément du PEA. C'est tout ce qui n'est pas éligible au PEA, tu le mets sur le compte titre parce que c'est plus flexible, tu as plus de choix, tout ça. Mais tant que c'est éligible au PEA, pourquoi ne pas en profiter et pourquoi pas aller sur ton PEA pour mettre ces valeurs-là. Donc voilà pour cette analyse. Je vais revenir sur, on va faire une petite conclusion par rapport à ce qu'il a dit. Donc dans ses objectifs financiers, il parlait de revenus passifs. Clairement, avec les CPI, il est en plein dedans, il fait très bien les choses. Voilà, la petite optimisation, moi que je lui dirais de creuser, c'est d'aller pour faire du levier, pour essayer de faire travailler plus d'argent. Lever le pied progressivement sur les 10 ans à venir, ça a l'air d'être très bien prévu grâce notamment au SCPI qu'il a en UPRO, ce qui fait que à la fin de son démembrement en UPRO, il pourra toucher ses revenus et qu'il pourrait compenser avec une baisse de revenus, donc ça peut être très intéressant. Et voilà, et pour compléter ça, pourquoi pas faire un peu de levier et prendre des crédits peut-être un peu courts qui peuvent aussi coïncider avec le moment où il va peut-être vouloir lever le pied et profiter de ses revenus passifs qui vont compenser la baisse de revenus actifs qu'il aura. Et ensuite, il m'a dit, j'ai pas mal de produits en cours et je veux savoir si mon approche est la bonne ou s'il faut rationaliser certaines choses. Donc si je dois dire une conclusion sur tout ce que je viens de dire, sur les CPI, on a vu creuser l'idée du levier, mais sinon après en termes de choix des CPI et diversification, je trouve que c'est plutôt bien. Sur les assurances vie, petite alerte sur vérifier bien qu'ils reversent 100% des loyers, sinon passer sur d'autres assurances vie. Et sur la partie bourse, attention à la surdiversification, attention à mettre des ETF qui se ressemblent énormément, attention à mettre la majeure partie sur tes assurances vie et pas utiliser plutôt le PEA, notamment pour économiser les frais de gestion, et aussi attention aux ETF short, levier x2, que je déconseille très fortement à tous les investisseurs débutants, ou du moins ceux qui font pas du trading, qui font pas du très court terme. Voilà, c'est terminé pour cette analyse de patrimoine, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez télécharger mon outil de gestion de patrimoine, c'est complètement gratuit et c'est dans le lien de description. Et si vous voulez postuler pour analyse de patrimoine, je vous mets aussi le lien pour que vous puissiez postuler. Je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Ciao.